a parfois tendance à imaginer que la question du climat est une question apolitique, comme si les questions d'environnement étaient des questions un peu en dehors de la politique, qui devaient se régler par des solutions techniques, des experts, etc. Et donc on a souvent cette phrase qui dit le climat n'est ni de gauche ni de droite. Sauf évidemment que la difficulté, c'est que cette question climatique, elle va quand même mobiliser et transfigurer tous les grands enjeux qui vont traverser le 21e siècle. Qu'on parle de migration, qu'on parle d'agriculture, de commerce, d'inégalité, de justice nord-sud, de paix et de sécurité, toutes ces questions vont être profondément transformées, transfigurées par la question du changement climatique. Et donc, dès le moment où on va, quelque part, aller au-delà du constat et se demander quels sont les remèdes à mettre en œuvre, eh bien, forcément, on va avoir, en démocratie, des idées tout à fait différentes sur ce qu'il faudrait faire. Parce que, fondamentalement, si nous voulons traiter la question du changement climatique, nous allons devoir traiter aussi toute une série des grands principes d'organisation de la société et de nos démocraties. Il ne s'agit pas uniquement de remettre en cause la manière dont on va produire et consommer des biens, mais il va aussi falloir mobiliser des concepts aussi fondateurs que celui de liberté, que celui de justice ou que celui de souveraineté. Si je prends la question de la souveraineté, et c'est là où sur la question de la souveraineté, les questions d'espace, d'échelle temporelle et spatiale sont aussi mobilisées, nous sommes aujourd'hui dans une situation où aucun pays ne peut avoir la souveraineté sur son climat futur. C'est-à-dire que le futur climat de la France ne dépend pas des décisions que va prendre le gouvernement français. Il dépend évidemment des décisions prises à Bruxelles, il dépend des décisions prises à Washington et à Pékin, mais aussi et sans doute davantage encore des décisions qui sont prises à Delhi, à Mexico, au Caire, à Lagos ou à Jakarta. C'est-à-dire dans des pays auxquels on s'intéresse très très peu pour le moment. Et de la même manière, les décisions que nous prenons en France en matière de politique énergétique déterminent directement le climat du Bangladesh, du Soudan ou du Vietnam. Et le problème, évidemment, c'est que les habitants du Bangladesh, du Soudan ou du Vietnam ne participent pas aux élections françaises et n'ont quasiment rien à dire sur les choix politiques que la France va effectuer en matière de climat. Et donc, la physique du climat est telle que les principales conséquences de nos actions, elles seront subies par d'autres, par des populations dans les pays du Sud, ou par tout simplement la génération future, puisqu'il y a un décalage d'environ 20 ans entre nos actions et les conséquences de nos actions. Et c'est pour ça que la jeunesse aujourd'hui éprouve un certain ressentiment et parfois de la colère, parce qu'elle se rend compte qu'elle va subir les impacts du changement climatique qui ne sont pas liés à ses propres émissions, mais qui sont liés aux émissions de leurs parents et de leurs grands-parents, des boomers, comme on dit souvent. Et donc on a ce décalage dans l'espace et dans le temps entre le moment et le lieu où les actions sont prises, où les décisions sont faites, et l'endroit et le moment où les conséquences de ces actions sont ressenties. Et donc toute la difficulté dans l'action pour le changement climatique, c'est que les bénéfices de notre action seront en quelque sorte tirés par d'autres davantage que par nous-mêmes. Et c'est ça qui rend aussi l'action si difficile, parce qu'elle doit nécessairement être altruiste plutôt qu'égoïste. Nous devons agir pour les autres davantage que pour nous-mêmes. Et à l'inverse, évidemment, le corollaire terrible de cela, c'est que les conséquences de notre inaction seront subies bien davantage par les autres que par nous-mêmes. Et je crois que c'est une difficulté fondamentale dans la manière dont nous concevons notre action face au changement climatique. Et dans le même ordre d'idées, on se pose souvent la question dans cette remise en cause des relations à l'espace et le temps, on se sent jamais le coupable. Qui est le coupable et qui est le bénéficiaire? Vous expliquez que c'est même pas les bénéficiaires, sont même pas ceux qui devraient en avoir le bénéfice des actions ou des aides ou des accompagnements. On a toujours tendance à essayer de rejeter la responsabilité sur l'autre. C'est vrai au niveau individuel, on va toujours trouver quelqu'un qui est forcément plus responsable que nous,
C'est vrai au niveau national, on va toujours trouver un pays qui est plus responsable que la France. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a volontiers tendance à imaginer que l'action contre le changement climatique, elle consiste pour chacun à faire sa part. Sauf que je crois que notre part, en tant que citoyen de pays industrialisés, elle dépasse de loin la part que nous représentons aujourd'hui dans le total mondial des émissions de gaz à effet de serre. On a déjà beaucoup entendu, et c'est une petite musique qui s'est fait entendre pas mal ces derniers mois, l'idée que la France représenterait un peu moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc, la conséquence qu'on en tirait, c'est de dire, au fond, est-ce que c'est vraiment à nous d'agir? Est-ce que c'est pas plutôt aux Chinois, aux Indiens ou aux Américains qui représentent une part beaucoup plus grande que la nôtre? D'abord, on est 195 pays. Ça veut dire qu'il y a un paquet de pays qui représentent moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre mathématiquement. Ensuite, ce chiffre de 0,9%, il peut être débattu. Si on compte les émissions importées de la France, c'est beaucoup plus que 0,9%. Donc les émissions qui sont associées à des produits qui sont fabriqués ailleurs, mais qui sont consommés en France. Si on compte les émissions par habitant, la responsabilité de la France est bien plus importante. Mais je crois qu'en réalité, ça, c'est encore des arguments relativement mineurs par rapport à l'argument massue, qui est de dire, lorsque Emmanuel Macron arrive dans une négociation sur le climat, ou lorsque le ou la ministre de l'Environnement arrive, il n'est pas marqué 0,9% sur son front. Quand les autres pays voient la France s'exprimer, ils ne voient pas la part que la France représente dans les émissions mondiales, ils voient avant tout la 5e puissance économique mondiale, ils voient un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité, et de ce pays, ils attendent forcément un certain leadership. Et très clairement, si aujourd'hui les pays industrialisés sont dans une logique où ils se disent « Ah là là, mais c'est pas moi, c'est d'abord les autres, et moi, vous savez, ma responsabilité n'est pas aussi grande qu'on le croit », on arrive dans une situation où personne ne reconnaît sa responsabilité. À mon avis, notre responsabilité, c'est pas notre part dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est une responsabilité d'agir et une responsabilité de leadership. Et bien entendu, il faut d'abord que nous respections nos propres objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, parce que si nous ne respectons pas ces objectifs, évidemment, il est impossible d'attendre des autres qu'ils respectent leurs propres objectifs. Mais surtout, nous ne pouvons pas nous cantonner uniquement sur nos émissions territoriales de gaz à effet de serre. Parce que, comme je l'ai dit, le futur climatique de la France va aussi largement dépendre des décisions qui sont prises aujourd'hui dans les pays émergents et demain dans les pays en développement. Et évidemment, nous n'avons aucune légitimité morale à dire à ces pays, les amis, vous allez surtout laisser vos énergies fossiles dans votre sous-sol, parce que si vous commencez à utiliser votre gaz, votre charbon ou votre pétrole, tout le monde va courir à la catastrophe. Mais pourtant, nous savons aussi que si les pays émergents et si les pays en développement suivent la même trajectoire de développement que celle qu'ont suivi avant-hier l'Europe et les États-Unis et hier la Chine, nous n'allons jamais avancer et que les efforts de réduction que nous pourrions faire en Europe dans les pays industrialisés vont se retrouver annulés par l'augmentation des émissions dans les pays émergents et en développement. Et donc, nous avons un devoir de travailler aussi avec ces pays et de travailler pour qu'il y ait davantage de transfert de technologie, davantage d'investissement dans ces pays, parce que si nous ne mettons pas à disposition aujourd'hui les énergies qui leur permettront de se passer des énergies fossiles, lorsqu'ils auront besoin de se développer, et il y a déjà des besoins énormes en matière d'électrification ou d'accès à l'énergie, eh bien, ils vont naturellement aller puiser dans leurs propres énergies fossiles. Mais du coup, là, on arrive au cœur d'un problème. C'est-à-dire que vous dites, et vous expliquez dans votre livre qu'il serait drôlement plus rentable d'investir, que les plans d'investissement de la France, une grosse partie, soit fait dans des pays en voie de développement, parce que le gain marginal pour le climat serait bien plus efficace dans ces pays-là. Alors, conceptuellement, je suis bien d'accord. L'acceptabilité sociale de ça, qui paralyse la démocratie, c'est que c'est pas acceptable socialement. Bien sûr. Et du coup, on arrive à un des nœuds de votre propos, qui est de dire quels sont les facteurs qui paralysent la démocratie représentative, qui est un modèle inventé il y a quelques siècles, qui n'est pas du tout adapté à ces enjeux planétaires interconnectés. Il y a notamment l'acceptabilité sociale des mesures. Il y a ça, et puis on y viendra après, le vote, où en fait on vote tous pour un climat à plus 4 degrés,
On est tous convaincus qu'il faut voter ça. On fait ça à chaque élection, on vote ça. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un peu de cette paralysie qui est mécanique, inhérente à la démocratie, démocratie représentative, qui est un modèle en qui on a confiance. Voilà, quels sont les facteurs clés de l'acceptabilité sociale des changements qui seraient à faire si tant est qu'un gouvernement en ait le mandat et la volonté? Si on a 1 milliard d'euros aujourd'hui à investir dans la lutte contre le changement climatique, très clairement, là où ce milliard d'euros aurait le plus d'effet, ça serait vraisemblablement d'équiper le Nigeria de panneaux solaires, d'améliorer le réseau électrique de Beyrouth, ou de se mobiliser pour la décarbonation de l'économie indonésienne. Sauf que, bien entendu, si Emmanuel Macron, à la fin de son mandat, vient dire aux Françaises et aux Français « Voilà ce que j'ai fait pour le climat durant mon mandat, j'ai fait ceci en Égypte, j'ai fait ça au Brésil, j'ai fait ceci en Indonésie », les gens vont lui dire « Mais président, on vous a élu pour vous occuper de la France, pas pour vous occuper du Brésil, de l'Indonésie ou de l'Égypte. » Sauf que le climat, bien entendu, se fiche éperdument de savoir si les émissions proviennent de Paris, de Jakarta ou du Cap. Et donc, toute la difficulté, c'est d'une part de voir comment on va pouvoir mobiliser notre action au-delà de nos frontières nationales ou générationnelles. Or, nos démocraties sont ainsi faites que nous espérons un bénéfice pour nous-mêmes, pour notre génération et pour la population à l'intérieur de nos frontières, et que dans notre démocratie représentative, on a des partis politiques qui vont chacun représenter un corps électoral et qui vont essayer logiquement de satisfaire ce corps électoral. Sauf que personne ne va représenter les intérêts du climat, parce que ça veut dire que personne ne va représenter, en quelque sorte, des électeurs, des citoyens qui ne font pas partie du corps électoral, la génération future qui n'est pas encore née, ou les Indonésiens, les Égyptiens ou les Bangladais. Et donc, on a cette inadéquation entre notre modèle de démocratie représentative et, je dirais, la physique du climat. Ajoutez à ça le fait que, effectivement, il faut trouver une forme de consensus social pour rendre les mesures acceptables par la population. Et on voit bien que nos démocraties sont faites de compromis. On voit très bien que le gouvernement ne va sans doute pas parvenir à faire passer la réforme des retraites qu'il avait imaginée, parce qu'il voit la contestation sociale dans la rue et qu'il se rend bien compte qu'il y a des aménagements qu'il va falloir réaliser si on veut qu'à un moment donné, ça devienne acceptable pour le corps social. Et que globalement, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, il va pouvoir manœuvrer notre paquebot démocratie un peu à bâbord ou un peu à tribord, mais il ne va pas être capable de faire le virage à 90 degrés qui serait nécessaire pour que nous atteignions les objectifs de l'accord de Paris. Et le problème, je crois, c'est que on va toujours se demander qu'est-ce que les gens vont pouvoir accepter comme mesure. Et on ne se demande pas qu'est-ce que les gens voudraient, qu'est-ce que les gens désireraient. Et je crois qu'on a un vrai problème autour du récit de la lutte contre le changement climatique, où aujourd'hui, dans le débat public, cette lutte reste largement perçue comme une contrainte qui nous tombe dessus et à laquelle nous allons logiquement essayer d'échapper. Parce que tout est présenté en termes d'efforts à réaliser, de sacrifices à consentir, et que personne forcément n'a envie de faire des efforts, et encore moins de consentir à des sacrifices, y compris dans les termes que nous utilisons. On va parler de sobriété, de réduction, tout va donner l'idée qu'on va devoir en quelque sorte revenir en arrière plutôt que d'aller vers l'avant. Or, nos sociétés sont mues par un grand désir d'aller vers l'avant. Et je crois qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est qu'on ne parvient pas à faire véritablement de la lutte contre le changement climatique un projet politique auquel nous aspirerions et qui pourrait fonder le socle d'un nouveau contrat social. Nous le voyons comme une contrainte à laquelle nous allons logiquement essayer d'échapper et on va essayer de trouver des moyens de rendre acceptables pour les gens les mesures en les accompagnant d'aides pour ceci, de subsides pour cela, etc. Mais globalement, on a une idée, je crois, du monde auquel nous voudrions échapper
qui est le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC, un monde ravagé par les impacts du changement climatique et où la biodiversité aurait quasiment disparu. Mais on n'a pas encore du tout une vision du monde vers lequel nous voudrions aller. C'est-à-dire, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement un monde décarboné, une économie décarbonée? Et on navigue toujours entre des récits, soit technofuturistes à la Elon Musk, où on serait tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, ou des récits très naïfs, avec l'idée qu'on irait tous faire du vélo dans des champs de coquelicots avant de retourner à nos permacultures. C'est-à-dire des récits qui vont parler à une certaine frange de la population. Certains vont fantasmer sur ce récit technofuturiste, d'autres vont aspirer profondément à faire du vélo dans des champs de coquelicots. Mais globalement, la majorité de la population ne va pas se retrouver dans ce récit et va voir la lutte contre le changement climatique comme une contrainte. Et donc je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme la question de l'acceptabilité en une question de désirabilité. Et si tout est présenté comme des mesures qu'on doit rendre acceptables aux gens, eh bien évidemment, on va toujours devoir avoir le souci de l'équité, et tout ce qui va être ou paraître inéquitable va être considéré comme inacceptable et donc inefficace. Sauf que, bien entendu, l'équité, c'est pas un concept uniforme, et chacun va avoir une définition différente de ce qui est équitable ou pas. Et je crois vraiment que tant que nous ne parviendrons pas à faire de la lutte contre le changement climatique un projet auquel nous aspirons et qui pourrait fonder un nouveau contrat social, on ne va pas s'en sortir.